Le problème, c'est qu'on ne connaît rien des prélèvements, ni à quelle profondeur, ni de quelle qualité. Comment peut-on faire de la gestion de la ressource quand on travaille sur les réserves, ces réserves qui nous servent l'été quand il ne pleut pas? C'est totalement aberrant. Moi, je suis né avec la répartition de la ressource doit être équilibrée entre le besoin des usagers et le besoin du milieu, faisant du milieu un quatrième usager. Et cet usager, je vais vous le montrer à travers ces petits cours d'eau qu'on appelle les cours d'eau temporaires. Et alors, on va avoir une première partie, comment ça fonctionne, une deuxième partie, c'est comment on peut vivre quand on est un animal dans ces milieux. Je ne traiterai pas les poissons. S'il y a des questions là-dessus, j'y répondrai. Je suis ichthyologue, mais j'ai préféré travailler sur les invertébrés parce que leur adaptation est totalement remarquable. Et puis, on terminera un peu sur ces milieux qui sont extrêmement dégradés et qu'est-ce qui va se passer avec les changements climatiques au niveau de ce qu'on appelle cette intermittence. Alors, un cours d'eau temporaire, d'abord, c'est un cours d'eau qui s'assèche au moins une période dans l'année. Et on va distinguer rapidement que chez nous, cet assèchement, il est principalement pendant les périodes estivales. Alors qu'en montagne, il est pendant les périodes hivernales, où l'essentiel de la pluie qui tombe est stocké sous forme de neige ou sous forme de pluie, sous forme de glace, pardon, et donc ces cours d'eau sont à sec. Donc on a deux types de périodes d'assec. On distingue ces cours d'eau éphémères qui coulent en gros que quand il pleut, hein, et puis qui s'arrêtent très rapidement, des vrais cours d'eau temporaires qu'on appelle les cours d'eau intermittents au niveau international, et pour lequel la durée est au moins de 6 mois, au moins 8 années sur 10. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement important parce que cette continuité de l'écoulement va permettre d'installer des systèmes complexes qu'on va regarder ensemble. Alors, les travaux ont commencé dans notre région par Pierre Légier de l'Université de Marseille, qui était un collègue qui est malheureusement décédé très rapidement, et qui avait fait ce travail remarquable à la suite de plusieurs autres maîtres dans le domaine de l'hydrologie. Et il avait travaillé, lui, sur les cours d'eau temporaires de milieux calcaires, le Destel, qui est un cours d'eau extraordinaire, etc. Et nous, à la Maison régionale de l'eau, très rapidement, on a mis en place une étude générale sur les cours d'eau, parce qu'on a travaillé sur le barrage de la Verne, et parce que sur le barrage de la Verne, il y a des cours d'eau qui sont des cours d'eau temporaires, et ces cours d'eau changeaient de la manière du point de vue géologique, avec des cours d'eau qui étaient beaucoup plus imperméables. Et donc, on a travaillé là-dessus tout simplement parce que j'ai été élevé dans la recherche avec qu'est-ce que c'est que la recherche? Eh bien, la recherche, c'est tiens, c'est curieux ça. Cette curiosité qui nous amène à nous voir, à nous poser la question comment peut-il y avoir, quelques jours après la remise en eau, dans une rivière qui était à sec, des animaux qui sont en train de se déplacer? C'est ça la curiosité. Mais il a fallu attendre très longtemps pour que on prenne en compte ces cours d'eau temporaires, et c'est la directive cadre européenne qui nous a obligés, les instances comme l'Agence de l'eau, à prendre en compte cette problématique des cours d'eau temporaires, avec un premier rapport qui est sorti en 2012, une note qui est sortie ensuite à l'Agence de l'eau sur les cours d'eau intermittents, et puis très rapidement, au niveau international, on s'est jeté dans ces cours d'eau temporaires, ces cours d'eau intermittents, parce que justement, ils vont représenter, comme on va le voir, une part importante de l'écoulement qui n'était pas connu. Alors, plusieurs types de cours d'eau temporaires, hein, vous les avez ici, avec des aspects qui sont multiples sur un réseau, ou sur une zone centrale, ou sur la partie aval, ou sur la partie amont. Moi, je vais vous parler de cours d'eau temporaires qui sont particuliers, qui sont ceux du massif des Morts et de l'Estérel, qui sont des aspects complets et des cours d'eau qui sont des fleuves, c'est-à-dire qui sont en relation directe avec la mer et qui ont comme caractéristique d'être totalement isolés en termes de possibilités de recolonisation. Détruire un cours d'eau temporaire dans ces espaces-là, c'est lui laisser quasiment aucune chance de pouvoir se reconstituer. Alors voilà la représentation de ces cours d'eau temporaires. Comme vous le voyez très nettement, eh bien, plus on va vers le sud,
et plus ces cours d'eau temporaires sont présents. Et bien évidemment, dans la zone où il pleut le moins et où il y a le plus d'évaporation, eh bien c'est là où on va retrouver, alors, si ça marche, on va retrouver l'essentiel de ces cours d'eau temporaires. Et ces cours d'eau temporaires dans la région, ils sont majoritairement présents dans le département du Var. Et si on regarde, ils sont principalement constitués de ces fameux fleuves, qui sont ces fleuves côtiers, sur lesquels la Maison de l'Eau a aussi travaillé et produit notre article. La première partie va débuter pour savoir comment ça marche un cours d'eau. Et dans ce cours d'eau, eh bien, il y a 4 phases distinctes qu'on va pouvoir mettre en évidence. La première, c'est la remise en eau. Pendant la période de la sec, d'un seul coup, l'eau arrive. Alors, elle arrive quelquefois d'une manière temporaire, hein, c'est-à-dire un orage, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est quand la pluviométrie est suffisante pour que petit à petit, tout le cours d'eau se remette en eau, et se remette en eau d'une manière permanente. On va voir là, et c'est ça qui est remarquable dans ces cours d'eau, je reviendrai tout à l'heure sur les conclusions là-dessus, on va avoir cette phase où on a petit à petit des espèces pionnières qui s'installent, qui commencent à préparer la mise en place de l'écosystème un peu plus complexe, qui va se mettre en phase pendant la période où le cours d'eau se met à courir. On appelle ça la phase lotique. Là, on va avoir des populations tout à fait à part, qui sont capables de vivre dans des zones de courant, qui sont capables d'utiliser ce courant, qui vivent avec beaucoup d'oxygène et qui ont des exigences par rapport à l'oxygène. Et puis, petit à petit, eh bien, il pleut de moins en moins, la rivière petit à petit commence à s'affaisser, de moins en moins on voit de l'eau en surface, elle est encore présente dans le sous-écoulement, je reviendrai là-dessus, et là petit à petit, eh bien, un certain nombre d'espèces ont déjà quitté le milieu pour voir apparaître des espèces qui sont, elles, spécialistes des milieux calmes, et qui vont devenir complètement des espèces de milieux calmes, des espèces de mares, lorsque ces grandes zones qu'on appelle des mouilles s'isolent les unes après les autres jusqu'à la phase de la sec et la disparition totale de l'écoulement. Voilà, ces 4 phases-là, eh bien, elles nous amènent à avoir une première phase de recolonisation, une deuxième phase de structuration des communautés, une troisième phase de changement complet de population avec des espèces de milieux lents, et puis la phase de la sec avec les espèces qui résistent, et le terrain qui est laissé libre pour les espèces terrestres. Et on va voir apparaître plusieurs espèces, des insectes, etc., qui viendront dans ces milieux. Alors quand on regarde la composition de ces milieux, eh bien on est surpris par le nombre important d'espèces qui sont présentes là-dessus. 125 taxons, ça veut dire que c'est des groupements systématiques, ça veut dire qu'on prend par exemple que les genres et pas les espèces. Donc on a dans ces espaces-là une dimension extrêmement importante avec 2 groupes dominants, le groupe des diptères qui ont cette capacité d'avoir des cycles extrêmement courts et qui sont les mieux adaptés aux périodes d'assec. Je prends l'exemple du moustique, Culex. Eh bien, lui, il faut que la rivière s'assèche pour que ses œufs puissent redémarrer. Et donc, il est là totalement adapté à ces périodes d'assec. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis des groupes qu'on appelle les trichoptères, qui sont des animaux absolument remarquables. On va en voir quelques photos. Mais voilà cette diversité. Hein. Elle est le résultat, cette diversité de peuples, d'une population qui est capable de vivre dans des grands spectres de vie, de plages de vie, par rapport à l'oxygène, par rapport à la température. Pour la plupart, on appelle ça des espèces ricette. Ce sont généralement des espèces à cycle court. Il faut que le cycle se déroule dans une année, puisque si l'espèce a besoin de 2 années, eh bien forcément, à un moment donné, elle ne pourra pas continuer à se développer. Et puis c'est cette caractéristique entre des populations qui sont ni espèces de milieux rapides, qu'on appelle les milieux lotiques,
ni des espèces de milieux lents. On est là dans un système qui commence par des milieux rapides et qui finit par des milieux lents. Cette grande diversité, elle est liée à cette grande diversité des phases qui composent le cycle de ces cours d'eau temporels. Alors, on a, quand ça coule et qu'il y a du courant, voilà une espèce qui s'appelle un hydropsyché, et lui, il va tisser une toile d'araignée carrément dans l'eau, et il va intercepter la matière organique. Dès que la rivière commence à se ralentir, eh bien, il va voir, lui, son cycle se modifier, et il va sortir du milieu, parce qu'il a besoin du courant, pour se nourrir. Regardez la finesse, quand même, du travail de ces filets. Tous les jours, il les visite. Certains mangent le filet avec la nourriture et reconstituent le filet. La biodiversité, c'est ça. Voilà. C'est ça, la biodiversité. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas beau, c'est pas joli, c'est pas... Non, c'est... Tiens, ça me plaît, ça. Comme me plaît cet autre trichoptère, lui, c'est un chasseur à courre. Et la plupart des animaux vivent sur une petite couche qui s'appelle la couche humide, qui fait quelques millimètres d'épaisseur. Et au-dessus, c'est la vitesse du courant. Mais là, la vitesse est nulle. C'est là où se développent les algues, c'est là où les animaux viennent manger, et c'est là où lui vient chasser. Sauf que quand il attrape sa proie, et quelquefois, il est un peu déséquilibré, il risque de sortir à la traite et d'être arraché. Et c'est pour ça qu'à l'extrémité de l'abdomen, il a développé des crochets surnuméraires qui lui permettent, en se fixant sur le caillou, d'avoir une paire de pattes qui reste accrochée et 4 pattes qui permettent d'attraper ses proies. Ces remarquables animaux comme ces petites souris, enfin remarquables. Quand on habite en France, quand l'adulte nous pique, lui, c'est douloureux parce qu'il ne pique pas, il mord. En Afrique, en même temps, il transmet un parasite qui migre sous la peau et qui provoque la cécité, hein, qui est une des premières causes de cécité en Afrique. Voilà. Mais un petit disque à l'extrémité de l'abdomen, que vous voyez ici avec des crochets, il va fixer ces crochets sur un caillou après avoir déposé une goutte de soie liquide, qui est de la colle, et puis il se relâche et il ouvre ses éventails et il va filtrer là aussi la matière organique pour se nourrir. Ces deux animaux qu'il filtre là, en même temps qu'ils filtrent, et le nom l'indique bien, ils purifient l'eau et donc ils jouent un rôle important dans ce qu'on appelle l'auto-épuration. Et puis ces magnifiques éphémères, hein, éphémères. En fin de compte, l'arbre là a vécu presque 10 mois dans la rivière et l'adulte a vécu que quelques jours. C'est toujours ce qu'on voit quand on regarde de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qu'on voit la vie courte de cet éphémère, alors que si on passe la tête sous l'eau, on s'aperçoit qu'elle a vécu 6 mois et que pour exister à l'état adulte, il a fallu qu'elle trouve dans l'eau les conditions qui lui ont permis de se développer. C'est ces fameux trichoptères à fourreau. Regardez la finesse. Chaque petit caillou est passé dans la bouche où il y a des glandes de soie liquide qui collent autour de son corps pour se protéger. Et puis les adultes sortent et ont cette forme tout à fait spéciale. C'est joli, une libellule. C'est nettement moins joli quand on regarde la larve. Si vous avez un aquarium et que vous mettez une libellule là-dedans, il n'y a plus rien qui vit. C'est un prédateur redoutable. Et ce prédateur redoutable, il va venir apparaître dans la partie des milieux qui sont stagnants, où il va jouer un rôle écologique extrêmement important de régulation des espèces. Et vous les avez tous vus, si vous avez une piscine ou une mare d'eau, en plein hiver, on voit arriver eh bien, ces espèces d'animaux qui sont des punaises, des autonectes, qui nagent à l'envers, hein, parce qu'elles viennent se nourrir des moustiques qui viennent respirer à la surface. Et là, on a carrément toute la faune des milieux stagnants. Donc on est passé de ceux qui utilisent le courant pour se nourrir à des espèces qui sont des espèces de milieux stagnants. Voilà cette diversité écologique expliquée par les 4 phases successives qui vont se mettre en place. Et puis il y a des espèces remarquables. Des espèces remarquables comme par exemple
ce plécoptère qui s'appelle Isoperla grammatica, qui est un animal extrêmement poliosensible, classé très très haut dans les espèces poliosensibles, qu'on trouve dans les cours d'eau, généralement dans les têtes de bassin, comme par exemple sur la tête de bassin de la Verne, ou alors cette espèce qui est une espèce de torrent qu'on arrive à trouver dans l'Aille, où elle trouve dans le sous-écoulement, sous les berges, alors que la rivière a disparu, des eaux froides et suffisamment oxygénées pour pouvoir se développer. Les mêmes se retrouvent à 3000 mètres d'altitude, quelquefois. Cette espèce qui a été déterminée par mon ami Bernard Dumont, qui est présente dans le massif des Morts, qui a été retrouvée après dans le Préconil aussi, et pour lesquels les plus proches parents se situent dans les grands massifs pyrénéo-corsosardes, hein, qui a lié pendant une longue période en géologie ces territoires. C'est cette espèce de Bombardier langlory qui a été découvert par mon maître dans l'Aguet, le seul endroit où on l'a trouvé. On a fini par le retrouver une deuxième fois dans le Préconil, ce Préconil dont on verra qu'il est massacré sur la partie terminale, mais qui, le reste du temps, est un cours d'eau avec tout ce qu'il faut pour faire un cours d'eau temporaire exceptionnel et avec des grandes valeurs patrimoniales. Cette espèce aussi, avec une répartition extrêmement réduite sur le territoire français, vous avez les larves en bas, on reparlera de ces larves, on reparlera de cette espèce parce qu'elle réalise des pontes qui résistent à la sec, hein, c'est-à-dire que l'œuf se met en repos et va pouvoir passer la période sèche. Voilà une autre éphémère. Quand on travaille, eh bien, la première des choses qu'on fait quand on est en bord de rivière, on visite les toiles d'araignée. Et c'est là où, sans se fatiguer beaucoup, on arrive à trouver des espèces, comme encore cette petite espèce, dont la taille est extrêmement étroite, lui permet à l'état larvaire de se glisser dans les cailloux, mais aussi à l'état adulte de se glisser dans les cailloux pour venir rejoindre une eau qu'on va retrouver sur le fond. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'espèces d'invertébrés aquatiques qui sont protégées. Voilà cette magnifique odonate, hein, une grande odonate qui est présente sur le Préconil, qui est présent sur beaucoup de côtiers du massif des Monts. Alors, deux éléments sont importants pour expliquer la possibilité ou non d'avoir dans les milieux aquatiques des espèces qui peuvent se développer. C'est la durée, la phase de durée d'inondé, elle doit être suffisamment importante pour que les cycles puissent se réaliser. Et puis c'est la nature du substrat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a au fond du cours d'eau. Et ce fond du cours d'eau, eh bien, on va le retrouver avec des caractéristiques qui vont permettre aux animaux d'échapper. Comment on s'échappe sur ces problèmes, sur les périodes de la sec? Eh bien, au fur et à mesure que le débit diminue, la température de l'eau augmente, et en même temps, eh bien, ces animaux qui sont des animaux qui vivent avec la température, on dit équilotherme ou à sang froid, vont voir leur cycle s'accélérer, et au fur et à mesure que le niveau baisse, le cycle de l'animal eh bien, devient de plus en plus rapide, jusqu'à devenir le moment où elle va quitter le milieu qui lui est plus favorable. Ça, c'est une des premières adaptations au milieu, c'est ce qu'on va retrouver sur ce plécoptère ici. Et je vous disais que le substrat est important parce que ce substrat, il va permettre ou non la présence de niveau de l'eau dans la partie souterraine du cours d'eau. Ce niveau, cette partie qu'on n'étudiait absolument pas à mon époque et qu'on étudie de plus en plus, qu'on appelle ça le niveau hyporéique. Ce niveau hyporéique, c'est un véritable réservoir biologique. C'est-à-dire que les animaux vont pouvoir passer cette période d'assec en suivant le niveau et on peut dater, en gros,
les niveaux de sécheresse en regardant les animaux qui sont morts, qui n'ont pas réussi à gagner la nappe suivant les différentes périodes. Et donc, on a des animaux comme cette espèce ici qui va pouvoir se glisser entre ces cailloux et pouvoir revenir toujours avec une période, avec un peu d'eau. Cette eau, elle n'est pas de très très bonne qualité. L'animal s'en sert simplement pour s'humidifier et pour cela, il va petit à petit passer en ralenti pour essayer de passer cette période qui est la période la plus défavorable pour lui. Alors, on a des périodes de résistance à la sec à tous les stades. Les œufs peuvent être des moments où le développement s'arrête à ce stade-là pour reprendre quand il y aura l'écoulement. On peut avoir des larves qui s'enfoncent dans le substrat et vont attendre que ça redevienne favorable et très rapidement se développer. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître brutalement, après la remise en eau, des tas d'animaux qui sont présents. Ils étaient présents là, ils attendaient que l'eau revienne pour pouvoir reprendre une vie. Et puis, c'est des larves, c'est à l'état adulte aussi, qu'on a cette possibilité de mettre en repos. Voilà ces petits milieux qui sont des milieux qui sont simplement humectés et ce petit trichoptère va venir pondre ses œufs. Dès que la ponte est faite, l'œuf arrête de se développer. Et il attendra que l'eau revienne. Il a été déposé dans un endroit où il y a suffisamment d'humidité pour qu'il puisse être déposé. Certains œufs ne sont pas collés. Certains œufs vont pouvoir migrer avec la descente de l'eau, par exemple. Il est essentiel de maîtriser la température, parce que plus une eau est chaude, moins elle a d'oxygène, et moins elle permet aux animaux de se développer. Et l'ombrage de cette fameuse forêt de bord de cours d'eau qu'on appelle la ripiscine est déterminant dans le climat méditerranéen. Vous avez ici le travail de Pierre Légier qui montre à quel point ces petites vasques peuvent avoir des températures différentes. À 20 degrés sous l'ombrage, on est à 33 degrés et quelquefois à 39 degrés dans ces mares d'eau qui vont très rapidement s'assécher. Et puis, je ne pouvais pas terminer sans parler de ce trichoptère. Alors, ce trichoptère, lui, il a 5 stades larvaires. Et puis, dès que l'assèchement commence, il va se transformer en adulte. Ces adultes vont se reproduire et les femelles vont se cacher dans les grottes. Et elles vont rester là en vie ralentie pendant plusieurs mois. Et puis, quand arrive le début de l'automne, elles vont se réactiver, vont venir pondre. Quelquefois, la rivière est en eau et tout va bien. Quelquefois, la rivière n'est pas en eau, mais les œufs ont la capacité de résistance pendant quelques semaines qui permettra d'attendre le retour de l'eau. Ce retour de l'eau qu'on attendra peut-être un peu plus avec les changements climatiques. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Voici un petit escargot aquatique. Il est très très bizarre, lui. Regardez sa forme. Il aurait pu très bien avoir une forme comme ça. Sauf que quand l'eau arrive, elle roule là-dessus, ça brise le courant qui, de nouveau, lui permet de s'appuyer. Et donc, c'est toute petite différence lui permet d'adhérer d'une manière importante au substrat. Au fur et à mesure que la sécheresse arrive, il va développer un mucus qui va lui permettre de garder son humidité et il va en même temps en profiter pour passer en vie ralentie, pour pouvoir passer cette phase qui est une phase très très difficile de la période d'assèche. Je vous disais cet aspect de l'hyporénique, hein, c'est-à-dire cette présence d'une nappe qui accompagne le cours d'eau. Elle a 3 types différents, mais pour nous, elle va nous intéresser de 2 manières. Soit je suis dans des milieux calcaires très influencés par les infiltrations, et donc là, j'ai plus d'eau, ou alors, quand je suis sur une rivière qui est
comme le massif des Maures, très imperméable, je ne peux pas avoir cette zone parce que le substrat est extrêmement dur. Si je perds cette zone où l'eau est présente dans le sédiment, je perds une possibilité extrêmement importante d'assurer la survie des espèces. Alors je passe rapidement sur cette troisième partie, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur ces cours d'eau. Le massacre général, il n'y a pas d'eau, voilà le Lataille à Signes, le voilà, après le rejet de la station d'épuration. Il n'y a pas d'eau, donc on s'en fout. Sauf que là, j'ai détruit tout ce qu'il y a dans le sous-écoulement, j'ai détruit tous les œufs de résistance, j'ai détruit une potentialité extrêmement importante de maintien de biodiversité qu'on a vu qui était originale. On dimensionne ces cours d'eau pour des crues extrêmement importantes en oubliant eh bien, qu'ils vont s'assécher et on se retrouve très rapidement avec de l'eau qui s'est échauffée, des animaux qui ne pourront plus vivre. Et puis dès qu'on arrive dans les zones urbaines, eh bien c'est le bétonnage complet. Le cours d'eau ici n'a plus qu'une seule vision, empêcher de déborder pour éviter de provoquer des inondations. J'ai choisi cette image parce que c'est un cours d'eau, moi je suis niçois, qui s'appelle le Magnan, je pense que vous en avez tous entendu parler, où les propriétaires demandent de creuser le cours d'eau qu'ils ont eux-mêmes bétonné. Et puis c'est les pistes de motocross, c'est les pistes de quad, parce qu'il n'y a pas d'eau. Regardez la différence de couleur. Eh bien, en faisant ça, j'ai ressorti l'humidité qui était dans le substrat et j'ai favorisé encore une fois la baisse de ce substrat dans la zone d'ASSEC. Qu'est-ce qui va se passer avec les changements climatiques? Eh bien, des mois de sécheresse de plus en plus importants, hein, qui vont commencer plus tôt, qui dureront plus longtemps et qui seront plus intenses. Ces ressources sur les enjeux, vous les avez ici avec des réductions importantes sur les cours d'eau. C'est aussi une hausse des températures, et une hausse des températures, c'est une hausse de l'évaporation et de la rapidité dont les cours d'eau va s'assécher. Et puis c'est des épisodes méditerranéens dont on ne sait pas s'ils seront plus fréquents, mais en tout cas on sait qu'ils sont plus intenses. Et donc ce cours d'eau, il va avoir des phénomènes d'assec beaucoup plus importants, et il va avoir des phénomènes de chasse beaucoup plus importants, ils vont être particulièrement fragilisés. On va faire le travail de Sauquet qui montre que eh bien, cette intermittence dans notre région elle va atteindre 40% de tous les cours d'eau. Et ça met en évidence ça, eh bien qu'on va se retrouver dans une situation qui sera extrêmement compliquée. Plus les assecs sont longs, et plus la biodiversité des cours d'eau temporaires est faible. Un accroissement de 10 jours, eh bien, c'est un facteur 4 pour la réduction des animaux qui vivent sur le substrat, et 1,5 pour ceux qui vivent dans la zone qui est sous les graviers. 10 jours d'assec de plus, c'est 1,3 de perte dans les deux compartiments. Voilà, c'est des tableaux qui ont été réalisés. Je voudrais juste montrer deux éléments. Le premier, c'est notre région, où on voit entre la situation actuelle et la situation future, on va passer dans des situations extrêmement complexes en termes d'assec, qui vont être beaucoup plus longs dans la période et beaucoup plus intenses. Mais je voudrais souligner des cours d'eau temporaires dont on ne parle pas, je vais parler un tout petit peu, qui sont ces cours d'eau alpins. Ces cours d'eau alpins qui sont à la sec pendant la période d'hiver, parce que tout est stocké sous forme de neige et de glace, et qui ont généralement le bénéfice de la fonte des glaciers pour être plutôt bien entretenus en été. Eh bien là, on va changer. Il va beaucoup plus pleuvoir que neiger dans les zones de montagne, et ces cours d'eau temporaires vont disparaître. Par contre, comme les glaciers vont fondre, eh bien on va se retrouver, comme dans le sud de la France, avec des assecs qui se dérouleront en été. Voilà quelques données sur les durées d'assec. Entre 1964 et 1997,
Dans le cas d'avant, c'est 97 jours d'ASSEC. Entre 98 et 2017, c'est 152 jours. Alors vous allez me dire, bon, ben c'est pas grave, ces cours d'eau qui s'assèchent, ça va faire des cours d'eau temporaires, quoi. Et puis vous avez parlé de l'originalité de ces cours d'eau temporaires. Sauf que ces cours d'eau temporaires, ils ont une qualité, et on va prendre le cas de deux cours d'eau, le Réal Colobrier, qui est dans le massif des Morts, et l'Argence. Lui est temporaire, lui est permanent. Regardez la différence fondamentale de structure de ces deux peuplements. Essentiellement des espèces à cycle court dans les milieux temporaires, essentiellement des espèces à cycle long dans les cours d'eau permanents. Ça veut dire que si les cours d'eau permanents deviennent des cours d'eau qui seront temporaires, eh bien, on va perdre toute cette biodiversité des espèces à cycle long. Sauf qu'on n'aura pas l'originalité de ces cours d'eau temporaires, parce que la distribution de ces espèces est faite dans des espaces géologiques extrêmement importants, et on n'aura pas ça. Je passe au deuxième élément. Tu en parlais, Francis, et on est bien d'accord tous les deux que bon, la référence de la sécheresse, c'est 2004-2008. 2004-2008, l'Argence, ça sèche régulièrement dans le secteur de Montaut. Mais regardez la durée de la sec, ça c'est de la glace. C'est-à-dire que normalement, la durée de la sec, elle se passait du 15 juillet, et puis arrive septembre, et on se retrouve avec les premières d'automne, et le cours d'eau se remettait en marche. Là, on est le 13 janvier. Eh bien, pour expliquer cette disparition des espèces à cycle long dans les cours d'eau temporaires, voilà une espèce qui s'appelle l'Eptra-occitana, qui n'existait que dans ce secteur. La sécheresse a réussi à la faire disparaître, et on a perdu un animal totalement exceptionnel, qui vivait que dans cet espace. Pour conclure, eh bien, on a des milieux qui sont peu connus, on a des méthodes d'analyse qui sont des méthodes eh bien, qui ne sont pas adaptées, puisque c'est des méthodes de période de plein cours d'eau. Donc, quand on fait une analyse d'un cours d'eau, on va l'analyser au moment où il est le plus défavorable, c'est en été. Nous, en été, ici, il n'y aura pas d'eau. Donc, on ne pourra pas l'analyser. Et puis, il y a des règlements qui sont inadaptés, comme, par exemple, le problème du débit réservé de la Verne. La Verne était un cours d'eau temporaire. La création du barrage fait obligation de laisser un débit réservé, et on transforme ce cours d'eau temporaire en cours d'eau permanent. Mais c'est surtout la méconnaissance des élus et du public sur ces cours d'eau qui fait vraiment la différence. Voilà un travail qui a été fait par plusieurs auteurs, mais principalement par une sociologue qui s'appelle Marie-Lise Côté, qui a analysé la perception de ces cours d'eau intermittents sur un cours d'eau qui s'appelle l'Albarier. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Ce sont des milieux qui sont peu esthétiques. Il y a de la poussière, qui sont peu compatibles avec l'usage récréation. C'est-à-dire, on ne peut pas aller à la pêche, par exemple. C'est des secteurs qui sont perçus comme peu vivants. Mais c'est surtout ça qui m'a intéressé. C'est un fonctionnement qui est entre l'incompréhension et puis la fascination. Eh bien, comme on l'a fait, comme tu l'as fait sur l'eau partagée, la fascination, c'est un moment extrêmement important. Et ces cours d'eau-là, en tant que directeur de la maison de l'eau, je n'ai jamais réussi à imposer à mes employés de prendre en compte un cours d'eau temporaire dans une période d'éducation. C'est fantastique. Ça naît avec la rentrée des classes, à l'automne. Et ça finit de mourir à la fin des classes en juin. Entre-temps, au lieu d'avoir des photographies, on a un élément où on voit apparaître des espèces pionnières, et puis une complexité, et puis un changement, et puis un renouveau, et puis la recolonisation. Il y a là quelque chose d'absolument fascinant à mettre dans l'éducation, parce que c'est des modèles réduits. Je termine juste par ça. Adopte une rivière temporaire. Voilà une application qui s'appelle Dry Reader, où eh bien, vous pouvez adopter un morceau de rivière.
C'est-à-dire, vous allez, tout est expliqué hein, sur le site, vous allez sur un site, vous vous positionnez avec votre téléphone en prenant une photo, elle vous donne les coordonnées GPS que vous introduisez, et vous dites, voilà, moi, je vais surveiller ce cours d'eau et je vais donner des informations en permanence aux scientifiques du monde entier qui travaillent sur les cours d'eau temporaires pour savoir comment évolue la SEC, comment on peut le relier, etc. Merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, j'en ai une. J'ai réussi à te dire 45 minutes. Non, très bien. On fait rapide. Hein. Comment? Alors, j'ai une question. Avec les changements de cours d'eau, vous avez expliqué qu'il y a des cours d'eau temporaires à cycle court qui vont devenir longs ou l'inverse. Moi, je voulais savoir si chacun des cycles, les courts et les longs, ont des chances, est-ce que l'on sait, s'ils sont capables de s'adapter au changement. Pas de muter de l'un à l'autre, mais de s'adapter. L'adaptation, ça nécessite du temps qu'on appelle du temps géologique. Et nous, on a des changements climatiques qui sont ça. Voilà. Donc la difficulté, elle se trouve dans cette rapidité, dans cette évolution extrêmement rapide des changements climatiques. Toute la question, elle se pose, ces espèces qui ont été capables de vivre plusieurs cycles complexes, comment elles vont pouvoir réagir aussi rapidement? Et ça pose des problèmes. Je n'ai pas parlé des poissons, même si c'est mon métier, hein, mais par exemple sur le barbeau méridional, ce barbeau méridional qui a été mis en contact avec le barbeau fluviatique, qui s'est hybridé. Maintenant, on n'a que des populations hybrides. Si les généticiens s'éclatent vraiment, parce que c'est devant eux qu'apparaît une nouvelle espèce, eh bien moi je me pose la question, comment ces hybrides ont gardé le caractère du barbeau méridional pour échapper au changement climatique? Est-ce qu'il y a des questions encore? On avait probablement déjà épuisé une partie du sujet précédemment. Ouais. C'est pas une question, c'est des remerciements que je voudrais adresser à Georges, parce qu'il a participé activement aux activités d'éducation, dont le caractère c'était de s'immerger dans la réalité. Il a mené les élèves dans les rivières pour observer toutes ces espèces, pour comprendre comment fonctionnait cette biodiversité, et surtout pour s'en émerveiller, parce que c'était la première approche. Et on avait là un grand scientifique, Georges est un grand scientifique, mais au service de l'éducation. Et je crois que c'est cette image qu'il faut retenir pour demain. On va avoir besoin de ces démarches-là de plus en plus. Merci Georges. Oui, si on se retrouvait tous les deux, c'est justement parce qu'on partage cette même vision, quoi. Cette vision que le merveilleux, il est sous nos yeux, et ces notions de biodiversité, de super espèces, tout ça, ça n'a rien à voir, quoi. Moi, c'est ma petite Sylvie, et ce qu'elle est capable de faire, qui me retourne tous les jours. Un jour, je racontais ça et quelqu'un me dit, monsieur, vous faites de la poésie. Ben, la poésie, elle est tous les jours devant nos yeux. Patrick, vous voulez poser une question? Ce que je voulais vous demander, c'est si, par exemple, la situation du barrage de la Verve, avec la préservation de la biodiversité du bassin du barrage et la liaison avec le débit réservé, est-ce que il y a un ruissellement continu là, qui a été organisé? Donc, est-ce qu'au niveau de la biodiversité, ça a un effet positif? Alors, ça a un effet positif parce que ça crée un cours d'eau permanent. Par contre, par rapport à ce qui est en haut, par exemple, Radiopteryx qu'on a vu là, a besoin d'une phase à sec pour pouvoir se développer. Il peut plus se développer en aval. Mais au-delà du problème du débit réservé, ce qu'a très bien expliqué Francis,
c'est qu'on a besoin en été d'eau pour réalimenter la nappe parce qu'on va pouvoir l'utiliser. Et donc là, on est passé dans un système où la biologie arrive au deuxième plan par rapport à... Mais moi qui suis un fou du Barbeau méridional, Oui. il y a une population de Barbeau méridional fantastique. Ils y sont. Ils y Ah ouais. sont. Et les chênes, les autres. Les chênes et les anguilles. Les anguilles. Le triptyque, c'est chênes, anguilles, Barbeau méridional. Donc, bonjour à tous et merci encore une fois pour l'organisation de cette journée. Je suis venue que cet après-midi, je ne pouvais pas venir ce matin. Je suis guide naturaliste et nous, ce qu'on voit sur le terrain face au public, qu'il soit adulte ou enfant, ou touristes ou locaux, c'est quand on est devant un cours d'eau temporaire, généralement les gens ne le voient même pas. En fait, ils vont voir qu'il y a de l'eau qui passe de temps en temps s'il pleut, mais ils ne le considèrent même pas comme un cours d'eau. D'accord? C'est une zone de ruissellement. Et actuellement en France, ces cours d'eau temporaires, vous avez vu qu'ils sont installés, hein, c'est Vaucluse, Bouches-du-Rhône, dans notre région, là, et surtout le département du Var, hein, record de France. Et parce que c'est mal considéré, alors on a des aménageurs qui vont en fait les terrasser, les éliminer, pour augmenter la surface voilà, de certaines surfaces agricoles, par exemple. Or, là, Georges, il vient de nous montrer qu'il y a une biodiversité exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a des êtres vivants qui vivent dans ces cours d'eau qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Bon, moi, je travaille aussi dans le tourisme et dans l'éducation. Je fais partie des touristes, on va dire, avertis, qui voyagent pour voir d'autres espèces animales dans d'autres pays, sur d'autres continents. Et le Var, on n'utilise pas assez cette carte de biodiversité exceptionnelle qui n'existe pas ailleurs en Europe. Et aujourd'hui, j'amène des gens dans les gorges du Blavet, ils veulent voir l'os monde royal, ils veulent voir le Barbeau méridional. Or, c'est un petit public, ils ne sont pas nombreux, c'est des passionnés. Sachez qu'ils investissent dans nos balades, dans les hébergements ici, style gîte, etc. Mais pour nous, éducateurs, c'est aussi un moyen de montrer, de faire aimer, et encore de récupérer l'argent pour continuer à éduquer là où des gens font appel à nous, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent à nous faire passer, si vous voulez. Donc cette carte de montrer l'unique, ça vaut le coup de la mettre en valeur aussi, quoi, hein, au-delà du fonctionnement, au-delà du rôle des espèces, etc. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup pour l'intervention, parce que c'est clair qu'il y a une compétition à l'heure actuelle sur les cours d'eau, et on voit petit à petit disparaître les têtes de bassin qui sont recouvertes, les cours d'eau temporaires qui sont recouverts, tout simplement parce que l'agriculture, dès qu'il y a un cours d'eau, il y a une obligation d'avoir un délai, une distance minimum où on ne peut pas avoir d'agriculture et pas de traitement de pesticides. Et donc, il y a tout intérêt à ce que le cours d'eau disparaisse. Et cette existence de cette vie là où il n'y a pas d'eau, c'est quand même fantastique. Si vous allez sur le site de la Maison régionale de l'eau, vous verrez le rapport complet qu'on a fait. Moi, j'ai fait une ressucée, hein, vraiment en 47 minutes. Quand tu m'as dit 47 minutes, j'enlève. Mais voilà, on a toutes les raisons de faire n'importe quoi quand on ne connaît pas. Par contre, mon éducation judéo-chrétienne me dit que quand on connaît, on a peut-être un peu plus du mal à faire n'importe quoi. Tout de même, réfléchissons que tous nos cours d'eau de bord de mer, tous, aujourd'hui, à cause de l'urbanisation, sont tous bétonnés, canalisés, tous. Le Rérand, le Fojus, bon, et pour nous, le Préconil, et d'autres, il y a du béton de partout. Donc là, il n'y a plus de vie. Allez sur Géoportail, et sur Géoportail, il y a une possibilité d'avoir des photos anciennes. Et vous regardez les estuaires des cours d'eau. Et vous regardez, par exemple, celui qui est le plus exceptionnel, c'est le Préconil à Sainte-Maxime. Ça n'a rien à voir, quoi. Et malgré tous les efforts de bétonnage, etc.,
Quand il explose, il explose. Mais quand on imagine que l'argent, il a divagué pendant 2000 ans, et il a pris combien? 3 km. Hein, puisque maintenant le bord de mer est à 3 km, donc je me rappelle. Donc, il divaguait, là, il pouvait se promener comme il voulait. Aujourd'hui, il y a de nombreux endroits, il ne peut plus se promener comme il veut. Donc là, c'est toute une ville qui a disparu totalement. Je me régale de mon collègue géologue qui a fait sa thèse sur la capture du Gapeau par le Béal Martin. Hein, le Gapeau qui courait dans la plaine, en gros, de l'Écoutier, et qui maintenant tombe ailleurs. Et ce massif des morts, avec sa capacité de ruissellement, cette capacité de transport de matériaux, a à un moment donné capturé. Et on voit très très bien l'Anglin, ça descend tranquille, ça se prépare à partir sur la plaine de l'Écoutier, et puis ça repart. Voilà, c'est fabuleux. Qu'est-ce que tu peux faire quand il y a une tempête Alex qui tombe 650 mm d'eau, c'est-à-dire 650 litres d'eau au mètre carré, en quelques jours, en quelques heures? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Eh bien, de l'éducation. Parce que quand on fait une digue, immédiatement, on doit faire de l'éducation pour les gens qui sont derrière la digue en disant, voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais il y aura toujours un phénomène qui sera dépassé, apprenons à vivre ensemble ce risque. Au lieu de, ça y est, vous êtes protégés. Merci Georges. Merci. Merci Francis. Et merci à vous. Et à l'an qui vient, à l'année prochaine, le dernier samedi de janvier, comme chaque année, nous serons peut-être à la gare de Fresnay pour le 25e anniversaire des rencontres Histoire et Patrimoine. Voilà. Je vous remercie et à l'an qui vient.